Merci beaucoup. Je vous ai parlé tout à l'heure des plaies du pied. Donc moi, je ne sais faire que de la plaie. Donc je vais continuer avec les plaies, mais cette fois, vous parlez de la main, en lien justement avec le thème de la session, qui est les plaies ischémiques en lien avec la fistule artério-veineuse. Et je vais vous parler de traitement local, puisque le traitement chirurgical vient d'être vu. Donc je vais vous donner quelques exemples cliniques qui ont été vus là récemment. Ce monsieur, on me sollicite pour une plaie du doigt en février. Il s'est piqué dans son jardin avec un rosier, donc pas grand-chose, mais là on va quand même le surveiller de près, évidemment, puisque c'est du côté de la fistule. Vous voyez qu'un mois après, rien ne se passe et les douleurs sont intenses. Vous voyez que les doigts sont pâles. Et puis, vous voyez qu'avec le temps, cette nécrose continue à s'étendre. Autre situation, là, ce patient, il a des petites lésions qui sont à la base des ongles, qui n'ont pas de point de départ traumatique, contrairement au précédent. Et donc, il y a deux lésions sur la même main, et qui, vous voyez là aussi, ne s'arrange pas avec le temps, mais la localisation n'est pas la même que l'autre patient et on n'a pas a priori de point de départ traumatique, c'est des lésions spontanées. Autre situation chez ce patient, là aussi une lésion au niveau de l'ongle. Par contre, ces lésions sont bilatérales, donc c'est à la base, c'est à l'extrémité du quatrième doigt des deux côtés. Donc on est un peu étonné parce que bon, la fistule elle est que d'un côté, donc on s'est dit c'est quand même assez étonnant ces lésions symétriques, donc on s'interroge. Et vous voyez qu'avec le temps, il y a un côté où ça s'améliore et pas l'autre. Et bizarrement, c'est celui où se trouve la fistule qui ne s'améliore pas. Donc, quoi qu'il en soit, devant tous ces tableaux cliniques, il y a un principe qu'il faut garder en tête, c'est que toute douleur chronique ou plaie tardant à cicatriser, c'est-à-dire que la plaie soit d'origine traumatique ou d'apparition spontanée, de toute façon, quand on voit qu'elle met du temps à cicatriser et qu'elle est du côté de la fistule, et jusqu'à preuve du contraire, due au vol de la fistule sur la vascularisation de la main. Donc c'est vraiment la première chose à laquelle il faut penser, c'est le vol de la fistule. Donc les étiologies, évidemment, c'est le vol vasculaire, la première chose à évoquer, mais il faut aussi penser aux autres étiologies, une artériopathie distale, et notamment quand les lésions sont symétriques. Ça peut être aussi en lien avec l'hyperpression veineuse, et ça peut aussi être en lien avec des emboles, notamment au décours de chirurgie par la voie d'abord, quand il y a des faux anévrismes ou l'ectasie d'un moignon. Donc il faut réfléchir à ces patients qui ont eu des chirurgies itératives et récentes sur leur fistule. Tout ça, ça va entraîner bien sûr des douleurs, puisque c'est une ischémie. Les douleurs vont entraîner une impotence fonctionnelle. L'impotence fonctionnelle va entraîner un œdème qui lui-même va aggraver le phénomène d'ischémie, aggraver le phénomène douloureux. Donc il y a vraiment un cercle vicieux qui se met en place et qu'il va falloir arriver à désamorcer pour pouvoir améliorer la symptomatologie clinique. Les diagnostics différentiels indépendamment de la fistule, c'est là aussi des emboles, mais d'autres étiologies, avec des maladies embologènes, notamment troubles du rythme, cholestérol ou septiques. Les pathologies autres qui sont la thrombophilie et certaines artérites inflammatoires. Mais ces pathologies-là peuvent survenir, y compris chez les patients porteurs de fistules artério-veineuses. Donc c'est parfois extrêmement trompeur. Il faut quand même les avoir en tête et les dépister. Quoi qu'il en soit, le diagnostic, évidemment, il va être étiologique pour traiter la cause. L'examen clinique, Mathieu Péché vous en a parlé rapidement. Cette main, elle va être plus froide et plus pâle. Elle va être douloureuse. On va noter une baisse de la force musculaire. Et si les symptômes sont aggravés pendant la dialyse, c'est en général en faveur d'un vol. Donc tout ça, c'est des examens c'est des remarques et des examens cliniques qu'il va falloir faire pendant la dialyse immédiatement. Évidemment, on va ensuite faire des examens complémentaires avec la pression au doigt. Le cystou dont on a parlé ce matin pour l'orteil, on va faire la même chose au niveau du doigt. Là, l'ischémie au doigt, le seuil d'ischémie critique est de 60 mm de mercure, avec un index entre le doigt et le bras qui est à 0,4.
Et on va faire un échodoppler au niveau des artères du bras et de la fistule, avec et sans compression. Donc il faut vraiment parler au médecin angiologue qui va faire cet échodoppler pour lui préciser exactement ce que vous voulez et lui préciser qu'il doit faire les mesures avec et sans compression. Évidemment, si les paramètres s'améliorent lorsque la fistule est clampée, c'est en faveur du vol. Donc le traitement, je ne vais pas revenir dessus bien évidemment, mais il a pour objectif de limiter la douleur, de limiter ou d'éviter l'amputation. Pour moi, il est aussi dans un objectif de cicatrisation, mais ne pas oublier que l'objectif, c'est aussi de conserver un abord vasculaire fonctionnel, parce que finalement, quand il y a un vol, si on ferme la fistule, le problème est réglé, sauf que vous n'avez plus d'abord fonctionnel. Donc ménager la chèvre et le chou, c'est quand même ce qui est important, malgré que la ligature de fistule reste nécessaire dans quelques cas, on l'a vu. Au niveau local, il y a des choses à faire et d'autres à ne pas faire. Donc on va commencer par les gestes à ne pas faire. C'est bien évidemment de garder en tête que ces lésions sont des infarctus cutanés, qu'il s'agit de plaies ischémiques. Donc il faut vraiment garder en tête que la stratégie de prise en charge au niveau des soins locaux, c'est la même que pour les artériopathies des membres inférieurs, puisque la classification, elle est inspirée de celle de Leriche avec les stades 0, 1, 2, 3, 4, qui vont d'un hémodétournement asymptomatique jusqu'à la présence d'un trouble trophique. Donc on est vraiment de la même façon que pour les artériopathies du membre inférieur. Et donc quand vous avez une plaie, il s'agit d'un stade 4. Donc un stade 4, comme une artériopathie des membres inférieurs, c'est une contre-indication à la détertion tant que vous n'avez pas traité la cause. Le traitement, il va être bien sûr chirurgical, mais quoi qu'il en soit, ne pas décaper ces nécroses et ne pas les ramollir. Il va falloir ne pas les décaper parce que, alors d'une part parce que c'est douloureux et d'autre part parce qu'elles vont s'étendre si vous les détergez, mais ne pas non plus les ramollir ni les humidifier parce qu'une nécrose humide, c'est un risque infectieux. Un risque infectieux en terrain ischémique, ben on revient dans les mêmes principes que ce que je vous ai exposé ce matin sur le pied diabétique avec un risque d'amputation. Et pensez aussi qu'il est absolument contre-indiqué d'utiliser tout pansement qui soit serré ou circulaire, puisqu'on va entraîner un effet garrot avec aggravation encore de l'ischémie. Et évitez aussi les pansements adhésifs, parce que la peau est fragile à ce niveau et que toute lésion traumatique va avoir à nouveau des difficultés à cicatriser. Et puis pensez que ces patients sont des patients douloureux, voire extrêmement douloureux, et que décoller un pansement adhésif sur une zone douloureuse, c'est parfois insupportable. Donc ce qu'il faut faire en attendant que l'étiologie soit prise en charge par l'équipe chirurgicale, c'est d'une part de stabiliser, de momifier ces nécroses, de lutter contre l'œdème, pensez à surélever le membre. Alors attention évidemment parce que comme on l'a dit ce matin, surélever le membre pour réduire l'œdème mais peut aggraver l'ischémie. Donc peut-être envisager des massages doux. Et développer la collatéralité, donc c'est vraiment exactement le même phénomène qu'au niveau des membres inférieurs, c'est des soins de kiné, des exercices doux, et puis surveiller le risque infectieux et mettre en place des antalgiques. Les produits sur le protocole local, c'est lorsque vous avez une nécrose qui est sèche et qui est stable, l'objectif ça va être de la sécher encore plus, de la momifier pour éviter justement que cette gangrène humide se mette en place. Donc vous pouvez utiliser la bétadine dermique, c'est la photo qui était sur la première diapo, le patient avait utilisé de la bétadine quotidiennement pour limiter le risque infectieux et dessécher cette nécrose. Et sinon vous pouvez utiliser tous les alginates et équivalents, algostérile, coalgant. Alors attention, je dis bien alginate et pas fibre gélifiante, parce que dans les pansements fibreux, il y a les deux familles. Là, je vous parle vraiment d'alginate, c'est ceux qui sont hémostatiques, parce que les fibres gélifiantes, s'il y a un tout petit peu d'humidité, elles vont se gélifier, former un gel cohésif qui va entretenir une certaine humidité locale, qui est très intéressante quand on est dans le cadre d'une cicatrisation dirigée, mais pas là dans le cadre d'une momification. Et puis, si jamais la nécrose devient humide et qu'on a un risque infectieux, ben on va mettre en place des protocoles locaux antibactériens. Donc, je vous ai parlé ce matin du Flammacerium et c'est un produit que j'utilise moi aussi beaucoup sur ces indications-là.
plus que la flamazine, puisque la flamazine, elle est antibactérienne, mais elle va apporter de l'humidité, alors que le flamacérium, qui contient de la flamazine, mais également du nitrate de cérium, va calcifier et stabiliser la nécrose pour former un capot et une protection. Et c'est exactement ce qui se passe quand on prend en charge des brûlures du 3e degré en attente de greffe ou d'excision chirurgicale. C'est vraiment la stabilisation et la limitation de la nécrose. On a éventuellement aussi un autre produit antibactérien sur le marché qui est le Sorbact, qui existe sous forme de compresse et qui va maintenir un milieu très hydrophobe au contact de la lésion. Et les bactéries ne se développent pas en milieu hydrophobe. Donc ce produit il a l'avantage de ne pas exercer de pression de sélection sur l'écosystème bactérien, donc pas de sélection de germes résistants. Vous pouvez mettre du Sorbact absolument sur toutes les lésions sans crainte. Ensuite, bien évidemment, les soins d'hygiène sont essentiels. Ce n'est pas parce qu'il y a une lésion qu'il faut arrêter de se laver les mains, bien au contraire, mais bien sécher par tamponnement. Protéger des traumatismes et du froid parce que chaque nouvelle lésion va avoir des conséquences. Éviter les adhésifs, je vous l'ai dit, mais éviter les adhésifs, ça veut dire quand même mettre en place quelque chose pour tenir le pansement s'il est nécessaire. Donc si c'est juste une nécrose sèche avec de la bétadine jaune, ça peut être laissé à l'air, mais s'il y a une nécrose humide, il va falloir emballer la lésion. Et si besoin, vous pouvez utiliser les jerseys de type Tubifast. Donc je ne sais pas si vous avez ça au Maroc, mais c'est des jerseys qui sont extensibles dans tous les sens. Ils existent en plusieurs tailles, ligne bleue pour les jambes, ligne jaune pour les cuisses et ligne rouge pour les doigts. Et sinon, vous pouvez tout simplement emballer dans une compresse et stabiliser avec un pansement siliconé, avec un adhésif siliconé papier qui ne sera pas agressif pour la peau. Donc concrètement, par exemple, chez cette patiente pour laquelle aucun traitement chirurgical n'a pu être envisagé sur cette lésion, vous voyez que quand on a stabilisé la nécrose et qu'on a lutté contre l'œdème, finalement, on a permis d'améliorer progressivement la lésion jusqu'à cicatrisation complète. Ce monsieur, lui, s'est discrètement amélioré, mais sans cicatrisation complète. Autre lésion, ici vous voyez aussi une lésion à la base du doigt qui était extrêmement douloureuse et avec une situation qui, elle, s'est énormément aggravée. Ça me permet aussi de vous parler des lésions des ongles. Donc là, vous avez une lésion qui est évidente parce qu'elle est visible, il y a une nécrose à la base de l'ongle, mais on a parfois des lésions qui ne sont pas des nécroses et qui sont simplement des déformations de l'ongle ou des ongles et qui sont en fait liées à l'ischémie chronique, sans qu'il y ait vraiment de nécrose à proprement parler, mais des déformations des ongles. Et donc, des ongles qui se déforment chez vos patients dialysés du côté de la fistule doivent faire rechercher là aussi un vol et améliorer la situation chaque fois que possible. Donc, chez ce patient, une nécrose qui s'est étendue, bien qu'on ait essayé de la stabiliser, et parfois, on en arrive à l'amputation parce que même si on rétablit la circulation, la nécrose est parfois trop importante, elle atteint parfois les structures osseuses. Quoi qu'il en soit, cette amputation, même si elle est inévitable, elle doit être maîtrisée et programmée dans des bonnes conditions. Et surtout, évidemment, penser aux conséquences fonctionnelles. Amputer un doigt, ça n'est pas rien. Mais le problème, c'est que si l'étiologie n'est pas corrigée, c'est-à-dire si l'ischémie persiste, le problème n'est pas réglé. C'est-à-dire que même la tranche d'amputation met énormément de temps à cicatriser et parfois même ne cicatrise pas. Donc l'amputation, ça n'est pas régler le problème, c'est au contraire le déplacer. Donc il faut toujours régler la cause avant d'envisager une amputation éventuelle quand les structures profondes sont atteintes. Je vous remercie de votre attention.